Bonsoir, ravi de vous retrouver. Il est 18h, c'est l'heure de parler santé sur Canal Algérie. Ce soir, nous nous intéressons à un sujet d'actualité, en l'occurrence la paralysie obstétricale du plexus brachial. Pour faire plus simple, c'est une paralysie des membres supérieurs causée par un traumatisme lors de l'accouchement. Plus d'un enfant sur 1000 en souffre, notamment dans les pays en développement. La solution est souvent chirurgicale. D'ailleurs, une trentaine d'enfants ont été opérés en mai dernier à l'hôpital de Ben Aknoun à Alger par une équipe de spécialistes étrangers avec l'assistance de médecins algériens. Des interventions pointues puisqu'il s'agit de microchirurgie consistant en une chirurgie directe du plexus brachial avec des greffes nerveuses sur des enfants en bas âge. L'initiative est également avantageuse pour notre pays dans la mesure où certains cas nécessitent parfois une prise en charge à l'étranger. Avec mes invités, on reviendra sur ce type de paralysie, leur cause, mais aussi leur évolution chez l'enfant en bas âge. À quel moment a-t-on recours à la chirurgie nerveuse et quelles sont les chances d'une récupération complète? Quelle est l'importance de la chirurgie palliative et de la rééducation dans la prise en charge dans ce type de paralysie? Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Mostafa Yarkoubi. Vous êtes chef de service de chirurgie orthopédique à l'hôpital de Ben Aknoun à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu, d'avoir proposé cette thématique d'ailleurs d'actualité qui est très importante. Nous avons également le grand plaisir de recevoir le professeur Abdeslam Benamirouche. Vous êtes chef d'unité de chirurgie de la main à l'hôpital de Ben Aknoun. Bienvenue. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Fouad Bessa. Vous êtes maître assistant au service de chirurgie orthopédique au CHU de Tizi Ouzou. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous aurons également par Skype le professeur Alain Gilbert. Vous êtes spécialiste dans la chirurgie des membres supérieurs, dans la chirurgie de l'enfant, de la microchirurgie du plexus brachial. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez participé à cette mission dont j'en parlais à l'instant en préambule. Restez avec nous. On va commencer peut-être avec un chiffre. Les chiffres de l'OMS indiquent un enfant, voire 2 sur 1000 qui seraient touchés par ce traumatisme, notamment dans les pays sous-développés. Alors, pour un pays comme l'Algérie, où on a 1 million de naissances, on compte à peu près 1500 enfants chaque année qui seraient touchés justement par ce type de traumatisme, ce qui est juste énorme, professeur Yarkoubi, surtout lorsqu'on sait que c'est évitable. Oui, bien entendu. On disait avant, quand on faisait nos études, que c'est une pathologie qui est considérée comme rare. Finalement, elle n'est pas si rare que ça. Si vous donnez ce chiffre, vous imaginez que ce chiffre d'enfants, demain adultes handicapés. Donc ça reste quand même une problématique et ça rentre dans le cadre vous venez de le dire, d'un sérieux de la part des médecins, de la part du côté préventif, bien entendu, parce que c'est un traumatisme qui se fait pendant l'accouchement. Absolument. Donc à ce moment-là, on peut dire accident, traumatisme. Et là, ça sous-entend qu'on devait prendre nos précautions. C'est ça la médecine moderne, c'est cette médecine préventive. Oui, qui agit en amont. En amont, c'est-à-dire de tout faire pour qu'il n'y ait pas ce genre d'accidents qui sont considérés comme des choses assez sérieuses, puisque c'est un handicap, bien Absolument, entendu. Qui peut coûter la mobilité pour un mobilité, on a la chance que 80% de ces bébés récupèrent, oui. Et on a ces 20%, et ces 20%, ça pèse. Ça pèse pour les pays, ça pèse pour la famille, ça pèse pour l'enfant, ça pèse pour son avenir. Donc à ce moment-là, où je suis tout à fait d'accord, il faut bien entendu agir en préventif. Absolument. Et là, c'est un peu le rôle des obstétriciens, des sages-femmes, etc. Donc ça fait un peu un côté pédagogique de l'intérêt de cette émission. C'est clair. Il est important de rappeler justement que quelque part, c'est un échec peut-être dans la prévention. On a encore du mal à agir sur les causes, mais aussi sur les facteurs de risque qui sont connus aujourd'hui, professeur Benamirouche. Oui. Oui, problématique, c'est que c'est des femmes généralement qui suivent dans un secteur, mais c'est pas à l'intérieur du pays, c'est pas évident parce que la plupart viennent de l'intérieur du pays. C'est exactement. Et le problématique, des fois, même s'ils sont suivis à titre privé, oui.
Le moment de l'accouchement, ils partent à l'hôpital. Et vous savez bien qu'au niveau de l'hôpital, tellement il y a beaucoup de nombres. Et des fois, c'est la sage-femme qui décide de l'accouchement. Malgré qu'il y a... Parce que le premier facteur de risque, c'est la macrosomie. C'est un enfant... Un gros bébé. Gros bébé. Oui. Théoriquement parlant, après 4,5 kg, il faut faire une césarienne. Oui. Et l'erreur que les gens pensent que c'est la première grossesse qui est facteur de risque. Mais réellement, c'est le 3e, c'est le 4e, c'est la multipart qui a plus de risques qu'on fasse les antécédents. Il y a beaucoup de facteurs de risque qu'il faut éviter. Et là, la problématique, c'est beaucoup plus la prise en charge. Il faut qu'il y ait un suivi par des gynécologues. Et lorsqu'il y a indication de césarienne, il faut la faire, il ne faut pas hésiter. Et comme vous avez dit, les facteurs de risque sont un petit peu presque connus. Oui, ils sont connus aujourd'hui. Antécédent de plexus, un enfant avant. Oui. La prise pondérale chez la femme, beaucoup de kilos durant la grossesse. Un macrosome, j'allais justement tendre voilà. La perche, j'allais poser la question justement sur les facteurs de risque. J'allais vous poser la question à professeur Bessa. C'est donc un défaut quelque part, un défaut de suivi de la grossesse, parce que si on ne sait pas que la femme enceinte attend un gros bébé, c'est aussi un problème de suivi. Si on ne sait pas que le bébé se présente par le siège, c'est aussi un problème justement de suivi. Est-ce qu'on peut rappeler les facteurs de risque qui sont aujourd'hui connus et qui exposent ces bébés justement à avoir ce type de traumatisme? En fait, les facteurs de risque sont bien connus. Donc, il y a d'abord, comme a dit le professeur Nameroche, le gros poids de naissance. Ça, c'est un facteur très important, surtout quand on a ce gros poids de naissance chez une malade qui a un diabète. Donc, déjà, on a... Déjà, une femme enceinte diabétique, c'est déjà un facteur de risque. Voilà, c'est ça. Déjà, quand on a une femme enceinte avec un diabète, déjà, il faut s'attendre à un gros poids de naissance. Voilà. À une macrosomie. Il y a aussi ce qu'on appelle la présentation. C'est la façon avec laquelle l'enfant se présente au moment de l'accouchement. Oui. Ça, c'est très important. Les obstétriciens connaissent bien ça. Et face à ce genre de bébé, donc il faut prendre des précautions un peu particulières. Il ne faut pas qu'il soit accouché dans les conditions normales. Donc c'est des grossesses à risque. Donc soit il faudrait programmer une césarienne, donc soit il faudrait que les derniers moments, au moment de l'accouchement, qu'il y ait une prise en charge un peu particulière pour prendre la décision au bon moment d'opérer ou de ne pas opérer. Donc soit de faire l'accouchement par voie basse, qui comporte un risque, ou bien de faire l'accouchement par voie haute, qui est la césarienne. Absolument. Voilà. Alors, on peut rappeler peut-être d'autres facteurs de risque. Il y a aussi l'accouchement instrumenté, quand on utilise par exemple des ventouses. Oui, bien sûr. Dans certains... d'un enfant déjà qui est né avec un plexus brachial. La prise pondérale, lorsque la maman elle a 60 kilos, quand elle a pris trop de poids. Si elle prend beaucoup de poids, c'est un facteur de risque et même temps pour la macrosomie. Oui. Et surtout, ce qui pose beaucoup de problèmes, c'est la dystocie des épaules. C'est-à-dire, de l'accouchement, il y a l'épaule de l'enfant qui va se bloquer avec la symphyse pubienne, puis il y a augmentation de la distance entre le menton et c'est là où il y a étirement. La dystocie, elle est un petit peu difficile des fois. C'est au moment de l'accident, on peut ne pas savoir est-ce qu'il va faire une dystocie ou non. C'est-à-dire c'est au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement, mais là, c'est là où l'obstétricien, l'expérience de l'obstétricien est très importante. Il y a l'accouchement par siège. Oui, absolument. Ça, justement, c'est un facteur qui expose à avoir une double paralysie bilatérale. Oui, absolument. Oui. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi les problèmes anatomiques du bassin de la maman, quand il y a des déformations, quand il y a des interventions chirurgicales, ça c'est le rôle une scoliose, comme disait tout à l'heure avant. Scoliose avec une déviation du bassin. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut étudier avant ce moment qui est très, très, très important. N'oubliez pas, un enfant, il y a des mamans où le bébé, c'est précieux. Ça peut être une première... Et ça peut être aussi quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Donc, il faut considérer ce moment-là et lui donner une importance capitale. Pensons à la maman et pensons également au bébé. Attention, il y a la souffrance fœtale aussi, dont il faut tenir compte. C'est-à-dire quand il y a un travail prolongé aussi, oui, ça aussi, ça... Oui, un bébé qui souffre,
on est pressé de le faire sortir et c'est ça qu'on fait. C'est ça qui pousse à faire des gestes brusques, parfois. Rajoutant la souffrance où le bébé, il est un peu, il n'est pas tonique. Et là, ça pousse un peu à arracher. Oui, il faut dire que la traction, quand elle est trop violente sur la tête de l'enfant. Donc, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut rechercher impérativement et d'une manière très, très sérieuse de la part des accoucheurs, de la part, je dirais, des accoucheurs, pas forcément le médecin, il y a aussi les sages-femmes, aussi celles qui assistent directement la maman. Donc c'est très important. Il y a un faisceau d'arguments qui nous pousse à dire c'est un accouchement qui va un peu compliquer les choses, ou bien c'est un accouchement qui peut se dérouler le plus normalement du monde. N'oubliez pas que l'accouchement, c'est naturel. Généralement, ça se passe très très bien, parce que la nature, elle a bien fait les choses, Dieu merci. Mais il y a des accidents, il y a des choses. Et parfois, les conséquences peuvent être graves. Il y a aussi les mamans, les multipares, et tout ça. N'oubliez pas que c'est relâché, la musculature au niveau donc ça pousse mal. Et là, tout ça doit être étudié. Absolument. On va poser la question peut-être à professeur Gilbert également. Professeur Gilbert, vous êtes avec nous depuis la France, je le rappelle. Là, vous avez participé à cette mission qui a eu lieu en mai dernier, où vous avez opéré en compagnie justement de cette équipe qui est présente avec nous ce soir. Vous avez opéré une trentaine d'enfants du plexus brachial ou de la paralysie obstétricale du plexus brachial. Avant peut-être de parler de la mission en elle-même et du caractère complètement bénévole, je vous salue d'ailleurs de cette mission. Qu'est-ce que vous pensez de la fréquence de la survenue de ce type de paralysie en Algérie? Justement, ça a été très bien exposé par mes collègues, mais j'aimerais malheureusement apporter une note un peu pessimiste. En effet, contrairement à ce que vous avez dit, ça n'est pas l'apanage des pays sous-développés. Il y a pratiquement autant de paralysie obstétricale en Occident qu'il y en a dans le reste du monde. Ça, c'est les chiffres de l'OMS. Ça, c'est les données de l'OMS, professeur Gilbert. C'est les données de l'OMS. Les données de l'OMS, et elles donnent aux États-Unis aux alentours de 1,2, parfois un peu moins, et dans les pays, je dirais, un peu plus difficiles, 1,5. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, malheureusement, il ne suffit pas de penser qu'une amélioration de l'obstétrique va faire disparaître le problème. La deuxième chose, c'est que ce pourcentage n'a pratiquement pas diminué en un siècle. Et pourtant, il y a eu des gros progrès. Donc, il faut partir avec l'idée que la paralysie obstétricale, elle va rester. Elle va rester parce que malheureusement, même les meilleurs obstétriciens... Même si on agit en amont, même si on prend nos dispositions, on agit en amont, on a un bon suivi de la grossesse. Mais oui, bien sûr, il faut le faire. Et ce qui a été dit, c'est important, le diabète. Si on arrivait à soigner les diabètes maternels, je suis sûr qu'on diminuerait énormément le nombre en tout cas la gravité, peut-être pas le nombre, mais la gravité des paralysies obstétricales. Parce que c'est ça qui se joue. C'est pas de supprimer la paralysie obstétricale, on n'y arrivera pas, mais c'est de faire que ces paralysies sont plus superficielles, moins graves et ne nécessitent pas des gestes aussi importants que quand effectivement toutes les racines du plexus sont abîmées. D'accord. Donc vous pensez qu'il y a une amélioration ou pas en Algérie déjà, pour parler des chiffres? Est-ce qu'il y a une amélioration, puisque je rappelle que... Je suis incapable de vous dire s'il y a une amélioration de l'obstétrique. Ça, c'est pas du tout mon propos. Mais en tout cas, je voudrais surtout mettre en garde contre l'idée que les gens puissent penser que si on s'occupait bien d'eux, ils n'auraient pas de paralysie obstétricale. Parce que malheureusement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mieux suivre, on peut améliorer le suivi, on peut améliorer probablement et surtout jouer sur la gravité de la paralysie, mais il y aura toujours des paralysies obstétricales. Mais on en aura peut-être moins, professeur, non? Je vais vous inviter justement à regarder un reportage qui revient sur la mission qui a eu lieu en mai dernier et à laquelle vous avez participé justement. C'est un reportage signé Yanis Saïd Belkacem. Regardez. À peine arrivé au service des urgences chirurgicales, l'équipe de médecins étrangers spécialisés en chirurgie orthopédique est accueillie par une trentaine de familles dont les enfants doivent subir une chirurgie du plexus brachial.
Pas une minute à perdre, le patient âgé de 9 ans qui souffre de paralysie obstétricale est déjà entre les mains du médecin anesthésiste. Une opération extrêmement délicate qui nécessite une grande maîtrise qui permettrait à ce jeune patient de récupérer la mobilité de son bras puisqu'il est question d'un transfert nerveux. Un garçon qui fait la chirurgie du plexus avant et maintenant il n'avait pas de l'infléchisseur du côte, alors nous faisons une transférence nerveuse pour faire la restitution de la motorisation de l'infléchisseur du côte. Dans ce cas-là, par exemple, le malade lui manque la flexion du coude, donc on a pris sur un autre nerf pour restaurer cette flexion du coude. Le résident s'occupe à présent de préparer et de mettre en place la colle de nerf. Endommagé pour le fixer avec les deux berges. Les deux berges vont en fait fixer. L'intervention chirurgicale est réussie, elle n'a duré que 45 minutes. L'anesthésiste prépare le patient pour le réveil. On commence à se réveiller et se réveille, tu veux que... I'm the Associate Director of Medical Services. Cette mission est importante pour un tas de raisons. La plus importante est de faire bénéficier les enfants algériens de ces nouvelles technologies de médecine moderne pratiquées aux États-Unis et leur offrir une bonne prise en charge. Qui a été déjà opéré, donc on lui a fait une allogreffe à partir de son plexus brachial. Donc là, il lui manquait la flexion du coude. Donc on a fait chez lui une chirurgie un peu délicate qui est une neurotisation des muscles qui permettent la flexion du coude. Pour certains jeunes médecins et résidents, c'est l'occasion de bénéficier du savoir-faire des spécialistes étrangers. C'est une expérience formidable, surtout ça relève de la microspécialité. Ça va apporter beaucoup à ma spécialité en tant qu'orthopédiste. Je suis un résident et je vais continuer ma formation. Il y a plein de jeunes chirurgiens qui sont venus voir un peu ces techniques difficiles, délicates. La chirurgie nerveuse, il n'y a pas beaucoup dans le monde qui font ça. On contribue dans la formation, notre qualité d'hôpital universitaire. Ce genre de mission couvre partiellement la demande car ils sont nombreux à souffrir du déficit nerveux à la naissance. La fréquence, elle n'est pas très grande. Dans le monde, en général, c'est environ entre 1 et 2 pour 1000 naissances. Il n'y a qu'une partie qui va être opérée. En gros, on peut dire que 30% seulement des cas vont être opérés, que 60%, 70% vont récupérer assez bien tout seuls. Ce genre de collaboration permettra de réduire le transfert coûteux des malades à l'étranger. Il faut savoir qu'une naissance sur 1000 est touchée par ce genre de paralysie. Voilà, on a vu un peu comment ça s'est déroulé il y a quelques jours déjà de cela. Alors, on a parlé un peu on a fait une évaluation justement de la prise en charge peut-être ou des causes surtout de cette paralysie obstétricale, mais il faudrait peut-être commencer déjà par le tout début. Qu'est-ce qu'une paralysie obstétricale du plexus brachial ? Voilà, donc on a dit tout à l'heure, c'est un traumatisme qui se déroule pendant l'accouchement. Et c'est une position en fait d'étirement entre, vous savez, il y a des nerfs qui passent par le cou, qui sortent de la moelle cervicale et qui ont un rôle d'innerver le membre supérieur. Donc ils assurent la mobilité de l'épaule, du coude et de la main et la sensibilité. Donc c'est le nerf donc, qui a cette fonction. Et bien avec cette position-là un peu exagérée d'étirement au niveau du cou, on l'a bien dit, il y a des facteurs favorisant, entre autres, la dystocie de l'épaule. Il y a un mouvement d'étirement sur ces nerfs. En fait. Et tout dépend de cet ensemble de nerfs qui va être touché par ce traumatisme. Alors, ça peut être soit une élongation, en fait, un étirement, sans qu'il y ait rupture, soit c'est une rupture, soit, encore plus grave, c'est un arrachement de la moelle. Là, c'est beaucoup plus grave parce que c'est là aucune chance de récupération, aucune chance de réparation d'abord. On ne peut pas réparer, maintenant on n'est pas arrivé à réparer, comme on ne peut pas réparer la moelle quand le nerf s'arrache, il est arraché complètement de la moelle. Alors là, donc, tout dépend. Vous savez que le nerf, on a ce qu'on appelle, nous, la classification de Sunderland. C'est tout dépend du degré de la lésion du nerf. Ça peut être, en fait, le nerf qui est complètement, aucune continuité. Ça peut être juste le tube et à l'intérieur, ce qu'on appelle les fascicules sont intacts.
ou bien on a la gaine qui est en fait qui est conservée, les fascicules intérieurs qui sont lésés, et là vous comprenez qu'il y a un tube, donc ça peut régénérer. Donc tout dépend du stade. En fait, on a 5 stades, 5 états de lésion, et tout dépend donc et il faut savoir que la récupération, s'il y a lieu de récupérer, il faut savoir que le nerf régénère 1 mm par jour. Oui, il y a une repousse donc, en fait. C'est une repousse, exactement, c'est le terme, repousse. Et là aussi, le diagnostic, on ne sait pas. Quand on a un bébé qui a un membre inerte, qui est souvent, il se met en rotation interne, adduction, et vous avez donc la main qui vient en arrière. Et cette position-là, qui est évidente cliniquement, il suffit de l'examiner. On peut voir peut-être l'image. Oui. Donc, voilà, donc l'examen clinique, en fait, le diagnostic clinique est évident. Oui. N'importe qui, il ne faut pas être médecin pour constater qu'il y a un membre inerte, alors que l'autre, il bouge, et c'est ça le bébé. Exactement. Quand il naît, il bouge l'autre. Donc, tout dépend de la lésion. De degré en fait, de la lésion, et bien entendu du nombre de nerfs, des racines atteintes. En fait, et là, vous avez il y en a 5 au niveau du plexus brachial, on va pas avoir des paralysées hautes ou des paralysées basses, particulièrement par rapport à la main, par rapport au coude, aussi l'épaule. Et là, il faut attendre, effectivement. Pourquoi? Comme l'a bien dit professeur Gilbert, aussi professeur Ben Amiroche, c'est qu'il y a 80% quasiment de ces traumatismes évoluent favorablement, c'est-à-dire il y a la récupération. D'ailleurs, certains récupèrent quelques jours après, quelques semaines après. Donc il y a cette attente un peu, on s'est entendu à attendre 3 mois. Au-delà de 3 mois, s'il n'y a pas la moindre récupération, entre autres, on guette en fait le biceps, la récupération du biceps. Et là, s'il n'y a pas de récupération, il faut s'inquiéter. Et de là, il faut penser à faire ce qu'on appelle des examens complémentaires. Entre autres, on l'a dit tout à l'heure, l'amylo-IRM, l'EMG, peut-être, je ne sais pas tout le monde est d'accord. Des explorations paracliniques. Voilà. Oui. Et de là, faire vite, parce qu'il faut réparer rapidement. Il faut pas attendre. Revenir sur ce point qui me paraît très important. Mais d'abord, peut-être revenir sur les lésions qu'on peut voir, justement, suite à ce traumatisme. Qu'est-ce qu'on va voir? Vous êtes des spécialistes, nous, on est des... Voilà, pour alerter peut-être les gens qui nous regardent. Donc, en réalité, c'est quoi un plexus brachial? C'est une élongation. C'est-à-dire, on va tirer sur les racines. Et maintenant, en fonction de l'importance de cette élongation, qu'on aura différentes lésions. Ça peut être juste une petite distension. Le malade a 21 jours, donc il n'y a pas de rupture. Parce que, par exemple, un câble électrique. Vous voyez le cuivre qu'il est à l'intérieur d'un câble électrique, c'est ça l'axone. Voilà, c'est ça le plus important, c'est l'axone. Est-ce qu'il est rompu ou non? Et puis tout autour de cet axone, ce cuivre, il y a une gaine qui l'entoure. Donc si c'est l'axone, seul l'axone qui est rompu, ça va récupérer, soit il est à peine étiré, ça va récupérer dans les 21 jours. S'il est rompu, mais la gaine, elle est toujours intacte, ça veut dire le nerf, lorsqu'il va récupérer, quel que soit X, il y a une régénération. Il faut que cet axone doit trouver le tunnel, la route, pour être dans la cellule cible. Donc si l'axone il est rompu, mais la gaine, elle est toujours intacte, l'axone il va récupérer, et ça va récupérer 1 mm par jour. Et généralement, s'il est arraché complètement, comme disait le professeur voilà, je continue de c'est-à-dire celle la moins grave. Oui. Et puis, si on a l'axone qui est rompu avec la gaine qui est rompue, là, lorsque l'axone va repousser, il ne trouve pas le chemin. Et là, il va pousser tout autour, il va développer un névrome, ce qu'on appelle un névrome. Et là, il n'y a aucune chance de récupération. Des fois, s'il y a d'autres qui sont intacts, on peut avoir une récupération, mais qui est anarchique. C'est ce qu'on appelle les co-contractions. Lorsque l'enfant veut faire une flexion, il fait la flexion et l'extension en même temps. Et là, il y a le botox, on utilise d'autres moyens. Mais sinon, des fois, c'est le nerf qui est rompu. Le nerf rompu, un câble d'électricité où la prise elle est intacte, un câble, on peut le couper, on peut le chanter, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est lorsqu'il y a un arrachement. C'est-à-dire qu'il est tiré de la moindre prise. C'est la prise qui est défectueuse. Et là, on n'a plus d'électricité, il n'y a plus de compteur. Là, on est obligé de ramener d'autres
source d'électricité. Et c'est ça en fonction de la gravité. Lorsqu'on a un arrachement, aucune chance de récupération. Oui. Alors, résultat de ces lésions, justement, on a compris que la gravité dépend justement du degré d'atteinte du nerf. Qu'est-ce qu'on va voir? Finalement, on va perdre l'usage de l'épaule, du coude, de la main. En fait, sur le plan clinique, ça va dépendre du degré d'étirement et du nombre de racines qui sont touchées. Comme assez bien dit le professeur Yacoubi, il y a 5 racines. C5, C6, C7, C8 et T1. Si on a les racines supérieures qui sont touchées, donc on aura plus un problème au niveau de la racine du membre, donc au niveau de l'épaule. Donc on aura un problème de la mobilité de l'épaule. Si on a une paralysie au niveau des racines basses, donc ça va correspondre plus... Là, par exemple, pour l'enfant qu'on voit sur l'image... Voilà. C'est une image chez un enfant à 5 ans. Voilà. Donc, si vous regardez l'image qui est en bas, d'accord, vous allez trouver que cet enfant-là présente, comparativement au côté sain, un déficit d'abduction. Donc, il n'arrive pas à élever son bras et un déficit de rotation externe. Donc, sur cette simple image, on peut dire que probablement ce malade a fait une paralysie des racines hautes, parce que plus ou moins, il a une main qui... L'examen clinique, déjà, nous permet de savoir quel nerf est atteint. Bien sûr, c'est très, très important. En matière de plexus brachial, le diagnostic, il est clinique. Les autres examens, EMG, IRM, viennent juste pour... la stratégie thérapeutique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais cliniquement déjà... Pour l'opération, par exemple, est-ce qu'on doit opérer ou pas? Voilà. On va faire des examens par clinique. Exactement. Ce qu'il faut dire que tout le monde n'est pas opérable. Hein. Oui, toutes les personnes qu'on voit ne vont pas être opérées forcément. Voilà. Donc il y a 80% qui récupèrent. Les 20% qui restent, il faudrait très très bien les examiner d'abord pour savoir qu'est-ce qu'ils ont exactement pour savoir quoi faire. Parce que le plus dur, il est là. Quoi faire pendant l'intervention face à une telle situation, à une telle situation. Parce que le problème, c'est que quand on a des racines qui sont réparables, donc, quand vous avez un nerf qui est coupé ici, eh ben, vous prenez les 2 bouts et vous les suturez. Mais si vous avez un nerf qui est carrément arraché... ce qu'on appelle des branchements, c'est ça? Voilà. En fait, soit c'est des sutures nerveuses, soit c'est des greffes nerveuses. Si vous avez un nerf qui est carrément arraché de la moelle, si c'est moi la moelle, c'est ça le nerf, et le nerf il est arraché, eh ben, vous n'avez pas où le brancher. Alors, il faut le brancher ailleurs. Et c'est ça l'intérêt des examens, d'un bon examen clinique et des examens complémentaires pour savoir qu'est-ce qu'on a comme possibilité à offrir à cet enfant. Et c'est là où intervient l'importance de l'allogreffe aussi. Bien sûr. Après, l'allogreffe, elle va nous faciliter la tâche et elle va nous donner plus de liberté d'action. D'accord? Pardon, si je peux terminer. Bien sûr. Si on a plusieurs racines qui sont rompues, dans les plexus totaux, on a tous les racines qui sont rompues. Eh ben, si on veut faire une chirurgie nerveuse primaire, eh ben, le capital nerveux que présente l'enfant n'est pas suffisant pour essayer de réparer ce plexus. Alors là, mais en ayant ces allogreffes, on a plus cette possibilité et on est plus libre. On peut même y aller prendre sur le plexus sain. Prendre un câble et essayer de le brancher sur un certain nerf pour essayer de redonner une certaine fonction. Professeur Yacoubi, si vous permettez, j'aimerais revenir justement sur la mission qui a permis d'opérer finalement une vingtaine, je disais une trentaine, mais une vingtaine d'enfants, puisqu'apparemment il y a une partie qui n'a pas été opérée. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le profil justement de ces enfants? D'où vient-il? Tout à l'heure, le professeur disait que la plupart venaient de l'intérieur du pays. D'où vient-il et sur quelle base ont ils choisis? Alors, d'abord, il faut dire que c'était convenu qu'on opère 30 enfants. Et pour des raisons bien particulières, en fait, en rapport avec l'anesthésie et tout ce qui est leur état de santé aussi. Oui, absolument. Oui. Un enfant qui est grippé, un enfant qui a une bronchopneumopathie, un autre qui avait une suspicion d'abcès au niveau de l'épaule, donc à proximité de la voie d'abord.
Donc tout ça, c'était un peu les raisons Absolument. de ne pas pouvoir opérer tout le monde. Les avoir opérés. Et deuxième chose, c'est que ce sont des malades qui ont déjà subi des interventions chirurgicales par l'équipe de professeur Gilbert. Parce que cette fois-ci, il faut rappeler que ce n'était pas la chirurgie nerveuse. C'était pas la chirurgie nerveuse. En fait, c'est un peu, si vous voulez, des reprises ou bien des compléments de traitement des malades que le professeur et l'équipe de professeur Gilbert ont déjà fait. Juste à titre d'information, c'est que l'émission avec professeur Gilbert, c'était en fait convenu qu'on fasse, et on faisait ça avant avec professeur Ben Bouzid, qui était mon prédécesseur, chef de service, que je salue d'ailleurs. Et depuis 2012, il y a plus de 600 enfants opérés depuis 2012. Donc on a arrêté pendant la période de la Covid. Absolument. Et là, ça a un peu perturbé un peu les choses, parce que c'était un programme. On allait jusqu'à 3 missions par an. Et voilà, ce sont donc des patients qui ont subi d'autres interventions, des compléments, il y a des trucs de rotation, etc. Il y a des reprises un peu pour libérer, pour faire des transferts. Donc c'est de la chirurgie un peu palliative, entre guillemets, mais était nécessaire. Quand on dit palliative, ça veut dire on va toucher au tendon, on va toucher aux muscles. Absolument. Peut-être il y a eu des neurotisations, quelques neurotisations. Oui, 3 neurotisations qui rentrent dans le cadre de la chirurgie nerveuse. Mais les autres sont des interventions palliatives. C'est des compléments pour améliorer la mobilité et de l'épaule et du coude, etc. Même au niveau de l'avant-bras, il y a eu des transferts, des ostéotomies aussi. Et je rajouterai quelque chose concernant d'où viennent ces enfants. En fait, ces enfants viennent de tous les coins du pays. Il n'y a aucune... On n'a pas beaucoup d'infrastructures, finalement, c'est regrettable. Oui, absolument. Et il y a une chose, peut-être, il y a le professeur Gilbert qui ne va pas être, pas me contredire, c'est que c'est une chirurgie, c'est une spécialité qu'on n'aime pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qui s'intéressent à cette chirurgie, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire la chirurgie de la main, la chirurgie nerveuse, surtout la chirurgie nerveuse. Les gens ne s'intéressent pas, je ne sais pas pourquoi, rentabilité, c'est vrai que c'est une chirurgie difficile. Et peut-être les résultats ne sont pas aussi évidents. On dit depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui récupèrent spontanément. Mais il n'y a pas que le plexus brachial, il n'y a pas que la chirurgie du plexus brachial. La chirurgie nerveuse, il y a autre chose. Il y a la chirurgie des nerfs périphériques, la chirurgie traumatique. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec la spasticité aussi. Les gens ne s'intéressent pas. On a plein de Professeur Yaroubi, si vous permettez, parce que le temps nous est imparti, vous avez dit que ce sont des enfants qui ont été opérés avant la période de Covid. Quel recul avons-nous aujourd'hui sur leur état? Est-ce qu'ils évoluent bien finalement, puisqu'ils ont été ils ont subi une chirurgie nerveuse avant la chirurgie palliative? Justement, parce que là, on reprend ceux qui posent quelques problèmes. Mais les autres sont bien. En fait, les autres aussi, est-ce qu'ils ont un suivi, par exemple? Alors là, je vais vous apporter quelque chose. C'est qu'avant cette mission, il y avait une mission où on n'a pas opéré. L'équipe du professeur Gilbert a juste fait un contrôle des malades. Et de là, on a ressorti la liste de ces patients qu'il faut peut-être reprendre. Donc, il y a d'autres qui ont bien réussi, entre guillemets, où les choses sont bien passées. En fait, là, le suivi était bon et le résultat était satisfaisant. Il y a d'autres qui nécessitaient, et c'est ça la chirurgie nerveuse, les plexus brachial. Surtout chez l'enfant, parce que l'enfant a tendance il est en pleine croissance. Donc parfois, on a besoin il y a autre de remettre chose. Une épaule dans C'est une chirurgie qui n'est pas, on ne fait pas la chirurgie nerveuse en général et la chirurgie du plexus brachial en une seule fois. Ce sont des interventions. Parfois plusieurs. Et c'est pas des échecs. C'est en fait un suivi. C'est des interventions un peu qui se font régulièrement. Il y a aussi la croissance. On va poser la question peut-être au professeur Gilbert. Professeur Gilbert, quel est l'intérêt de ce genre de mission? Vous faites des allers-retours depuis 2012. Alors, quel est l'intérêt de ce genre de mission? Et puis, quel retour aujourd'hui? Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur les enfants qui ont été déjà opérés? Comment ont-ils évolué? Tout d'abord, l'intérêt, on le voit justement aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez autour de la table des chirurgiens qui, il y a quelque temps, ne s'intéressaient pas particulièrement à cette chirurgie, qui s'y sont mis, qui ont appris, qui la font. Et donc, c'est très important de développer des équipes en Algérie qui peuvent assurer, bien sûr, comme vous l'avez dit, il n'y a pas un nombre énorme de patients,
mais il y a quand même quelques centaines de patients régulièrement, disons presque chaque année, qui ont besoin d'être opérés, et il faut absolument qu'il y ait des équipes algériennes qui s'en occupent. Alors maintenant, le recul, ça fait maintenant, depuis donc 2012, que nous avons opéré des plexus, un grand nombre. On voit les résultats, on voit les difficultés, parce que c'est pas très facile. La rééducation n'est pas tellement développée. Il manque un petit peu d'infrastructures de rééducation. Il faut apprendre aux familles, quand on peut, à faire la rééducation. Il faut un suivi. Et j'ai été, moi, surpris, par contre, de la qualité du suivi. C'est-à-dire que les gens voyagent énormément pour venir voir. Quand on les reconvoque, une année après, j'ai presque plus de facilité à les voir que quand je suis en France. En France, quand ils vont bien, ils ne viennent pas. Ici, ils ont envie de venir et ils sont assez reconnaissants, et faut reconnaître que dans les travaux qu'on fait, ça nous permet d'avoir un suivi de bonne qualité. Donc voilà. Alors, combien de temps ça va durer pour que tout soit autonome, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, on est sur la bonne voie. Vous anticipez un peu sur ma prochaine question. J'allais vous dire, si aujourd'hui, ça fait 10 ans que cette chirurgie est, grâce à vous, en quelque sorte, vous venez en Algérie pour opérer des enfants algériens, en compagnie de médecins algériens. Pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la compétence de nos chirurgiens? Est-ce qu'ils seraient capables de faire ce genre de chirurgie tout seuls, sans assistance? Ça, c'est le genre de question qu'on ne pose pas. Est-ce que si je vous demandais ce que vous pensez de la compétence de vos collègues, vous auriez du mal à répondre. Je vais reposer la question au professeur Yarkoubi, ne vous inquiétez pas. Non, je crois que, si vous voulez, moi je souhaite absolument que les chirurgiens puissent continuer à faire cette chirurgie quand je ne suis pas là. Et c'est une des difficultés, non pas d'ailleurs qu'on n'ait pas envie, mais parce que je pense que les organisations, ça, je pense que Yacoubi, Benamirou, je vous le diront mieux que moi, les organisations des urgences, des hôpitaux rendent assez compliqué de trouver du temps, de la place pour faire. Ce sont des interventions qui sont souvent très longues, qui nécessitent. Il y a un problème aussi d'accès peut-être au greffe également, au greffon plutôt. Il y a aussi des allogreffes. Oui, absolument. Les allogreffes, ça a été un gros progrès. Nous avons fait une série assez importante avec des résultats tout à fait intéressants, et je dois dire que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ils sont devenus indispensables. Par exemple, tout à l'heure, on vous parlait de ces paralysies avec un arrachement de toutes les racines, ou en tout cas de presque toutes les racines, où il faut aller utiliser un nerf du côté opposé. Et pour joindre ce nerf du côté opposé, du plexus opposé, au plexus malade, eh bien, il faut un allogreffe, parce que sinon, toutes les greffes du corps vont passer dans ce greffon, et donc on ne pourra plus rien faire d'autre. Donc c'est devenu indispensable pour faire cette chirurgie. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse continuer d'utiliser ces allogreffes dans des cas, bien sûr, très particuliers. Restez avec nous, professeur Gilbert, je reviens à vous. Professeur Yarkoubi, je posais la question à l'instant au professeur Gilbert par rapport à la compétence de nos médecins. Pourquoi aujourd'hui, c'est une question quand même légitime, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à faire ce genre de chirurgie? Qu'est-ce qui rend ce genre de chirurgie si inaccessible? Non, c'est pas qu'un inaccessible, c'est que il y a chirurgie et chirurgie. Oui. La chirurgie palliative. Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de formation? Les moyens, effectivement, il y a ce souci. Il a parlé de ce greffon qu'on aimerait bien. Éventuellement, on a préparé tout un travail, un dossier qui a été adressé à la tutelle, aux deux tutelles, pour qu'on puisse ramener ces greffons. D'ailleurs, il y a une offre des Américains de quarantaine de greffons qui coûtent, à titre d'information, $10 000 le greffon. Entre 5 000 et 10 000. Entre 5 000 et 10 000, si je ne me trompe pas, selon les informations qu'on a eues de la part de la société. Et là, il y a une offre de 40 greffons pour la prochaine mission
en octobre. Donc on attend la réponse qu'il y ait cette autorisation pour qu'on puisse les ramener. Alors il y a ce problème-là. Il y a aussi en fait la chirurgie palliative. Nous on ne veut pas autant de chirurgie palliative. On veut la chirurgie directe, c'est-à-dire faire la réparation du nerf, pas palliatif, pas des transferts, pas d'autres. Parce que là c'est un peu essayer de redonner un peu. Mais là, on veut la récupération quasi totale de cette paralysie. Et là, la chirurgie nerveuse, ça mérite un peu de l'expérience et tout ça. Comme on ne la fait pas, on a besoin de ces compétences. Je vais vous rajouter quelque chose. Mais le but de ces missions aussi, c'est de former le chirurgien. C'est 3. Justement, j'allais dire ça. En fait, quels sont les buts ? Le premier, c'est bien entendu que nos enfants, des Algériens, c'est nos enfants qui bénéficient de traitements de haut niveau. Parce que là, s'ils partent à l'étranger, ils n'auront pas cette chance d'être opérés par quelqu'un comme professeur Gilbert ou les autres, les Américains ou l'Espagnol aussi qui est venu. Ils n'auront pas cette chance. Ça va être opéré par des chirurgiens, peut-être moyens, je ne sais pas. La deuxième des choses, c'est la formation. C'est le but le principal. C'est que nos jeunes, vous avez vu, pour le reportage que vous avez diffusé, que les gens étaient contents parce que c'était théorique pour eux. Et ils ont vu des choses que peut-être aucune chance, à part nous, parce qu'on a fait des stages à l'étranger, tout ça, on a vu. Et le troisième, c'est économique pour le pays. Vous savez combien ça aurait coûté ? On a fait les calculs à peu près. Une chirurgie comme ça coûterait minimum 10 000 euros pour chaque enfant. Et avec les calculs, on a vu que ça représente 10 fois ce que ça aurait coûté, cette intervention chez nous. Oui. Donc, vous voyez un peu. Donc, en fait, c'est le côté gagnant. On est gagnant dans ce truc, dans tous les domaines. Oui, absolument. Mais on aimerait juste voir ça peut-être fait par des médecins algériens. C'est-à-dire tout le monde sera gagnant dans la mesure où ce sera accessible à tous. Oui. On n'aurait pas à attendre que. Mais il faut que les gens s'intéressent aussi. Viennent avec son équipe. Alors, je rajoute juste, si vous permettez, le dernier volet, c'est qu'on est aussi, on est hôpital universitaire. Je suis professeur hôpital universitaire. On est en train de préparer un dossier pour qu'il y ait ce qu'on appelle un diplôme de surspécialisation de la chirurgie de la main, du membre supérieur. Absolument. Je suis un peu en contact avec le ministre de l'enseignement supérieur, bien entendu aussi avec le professeur, notre maître, professeur Ben Bouzid, pour qu'on accélère un peu dans cette formation, qu'il y ait un peu ce côté-là, hôpital universitaire. Oui. Professeur Gilbert, j'aimerais vous poser la question sur la chirurgie en elle-même, la chirurgie nerveuse. Alors aujourd'hui, il y a d'autres écoles aussi qui diraient, par exemple, qu'on n'a pas c'est-à-dire qu'ils conseillent qu'on ait recours à d'autres chirurgies, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire la chirurgie du cou, mais aller plutôt vers des nerfs de passage, ce qu'on appelle des nerfs de passage près du muscle qui serait paralysé. Est-ce que c'est pas plus simple ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, vous avez raison. C'est une... je ne dirais pas une mode, parce que c'est quelque chose de tout à fait utile. Il faut comprendre que cette chirurgie dite de transfert nerveux, c'est-à-dire où on prend des nerfs extérieurs simples qu'on amène très près du muscle, justement pour avoir une récupération rapide et de bonne qualité, tout à fait, on utilise ça depuis déjà une vingtaine d'années. Et dans un certain nombre de cas, en particulier dans ce que tout à l'heure, il y a eu la description des paralysies supérieures, c'est-à-dire des racines 5, 6, 7, c'est tout à fait efficace et ça peut parfois, dans un certain nombre de cas, ça peut remplacer les greffes. On l'utilise d'ailleurs de façon tout à fait courante. Le problème, c'est que dans les grandes paralysies, et en particulier lorsque la main est paralysée, avec les racines inférieures qui sont souvent arrachées, eh bien, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun de ces transferts qui ne peut donner de résultat. Donc, les choses évoluent, la chirurgie évolue, les indications se modifient, mais il n'y a pas de bouleversement. Mais il y a eu effectivement, par les transferts nerveux, des possibilités que nous n'avions pas auparavant, en particulier lorsque les nerfs des racines supérieures étaient arrachés. On a maintenant la possibilité de redonner au patient une épaule et une flexion du coude sans avoir besoin de réparer le nerf.
Oui, absolument. Alors, il y a un autre problème, professeur, qui se pose aussi dans ce genre de chirurgie, c'est l'âge. Chez nous, on opère très jeune, on opère vers les 4 mois, 5 mois. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres écoles qui disent qu'il faut attendre, qu'il ne faut pas être dans la précipitation, parce que parfois, la nature peut faire peut-être mieux qu'un chirurgien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, le problème, c'est que déjà d'emblée, à la naissance, on a une petite idée. Par exemple, il y a certaines paralysies totales qu'on peut préciser notre maître, professeur Gilbert. Lorsque la main elle est paralysée, donc on ne peut rien faire. Oui. Et c'est là où il faut penser à 3 mois. Avant 3 mois, c'est un problème d'anesthésie, on n'opère pas avant et on attend un petit peu. Mais il y a certaines indications, à 3 mois, elles sont déjà posées. La gravité des fois d'un plexus, lorsqu'on est avec un membre complètement paralysé, on trouve que l'œil il est un petit peu... Oui, parfois il y a des atteintes ophtalmiques, des atteintes aussi thoraciques. Là, ça veut dire qu'il y a des avulsions, parce que comme disait Dr Bessa tout à l'heure, lorsqu'on tire, il y a toujours c'est C5, si on tire plus, c'est C6, si on tire plus, c'est C7. Donc toujours, il y a ce gradient Et là, lorsque la main est touchée, il n'y a rien, il faut faire directement des greffes. Par contre, lorsque la paralysie est haute, c'est C5, c'est la paralysie de l'épaule, la flexion du coude. Là, on peut faire des transferts. On peut les faire. On les fait chez nous, les branchements. Oui, on les fait. Sauf que les transferts, on attend un petit peu plus. C'est ça. Par exemple, généralement à plus d'une année, c'est-à-dire généralement à 3 mois, s'il n'y a pas de flexion du coude, d'accord, généralement déjà l'indication est un petit peu, mais on peut aller jusqu'à 6 mois. S'il n'y a pas d'autres signes de gravité, s'il n'y a pas le qui tombe, on peut aller jusqu'à 6 mois. S'il n'y a pas de récupération 6 mois et flexion du coude, peut-être il faut aller réparer d'emblée, comme on peut faire des transferts. Les transferts, on attend un petit peu plus, à 9 mois, 10 mois, et on fait, mais il faut que ça soit des paralysies hautes. Il ne faut pas qu'il y ait la main atteinte. C'est-à-dire l'indication finalement est claire. Ah oui. Parce que déjà, pour donner une flexion du coude, on utilise les nerfs de la main. Si la main elle est paralysée, on ne peut pas utiliser. Il faut prendre des nerfs du thorax. D'accord. Mais lorsqu'on a une bonne main, on peut utiliser les nerfs qui sont sains, prendre juste un petit fascicule et le brancher directement sur un petit peu près du muscle au niveau du flexion du pouce et on arrive. Mais peut-être pour simplifier, juste pour les gens oui. Voilà, il y a un seul problème. Oui, allez-y. Pourquoi des fois, peut-être il faut agir un petit peu très tôt. Parce que quel que soit X, lorsque le nerf va récupérer, il y a toujours quelque chose qui passe. Et on voit le malade à 6 mois, il va trouver que la main bouge un petit peu. Allez dire au patient de l'opérer. Ah non, il va vous dire, non, je trouve qu'il a un petit peu de mobilité, peut-être qu'il va récupérer. Le problème, c'est qu'on sait, nous, qu'à partir de 6 mois, si on est juste une petite, on est sûr qu'il ne va pas récupérer. Il va récupérer peut-être 20%, mais il restera un membre handicapé. Mais s'il va venir à 2 ans, un petit peu, la chirurgie nerveuse va être un petit peu presque dépassée. Oui. Peut-être c'est important, enfin je vous pose cette question, peut-être parce qu'il faut rappeler aussi que la chirurgie telle qu'elle est pratiquée par le professeur Gilbert est une chirurgie très lourde et qui demande un temps de récupération très lent. C'est par rapport à ça que peut-être les nouvelles techniques, parfois, elles sont plus recommandées parce que on récupère plus vite. C'est ça, le grand avantage. Comme ça peut ne pas récupérer. Quand c'est indiqué. Quand c'est indiqué, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on cherche finalement, professeur Bessa, après cette chirurgie? On espère une récupération à 100%, on récupère d'avoir l'usage des 2 mains, parce que sans nos 2 mains, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Qu'est-ce qu'on espère finalement? En fait, le but de tout ça, d'abord, c'est d'avoir une main qui est utile. C'est ça, d'abord. Avoir une main qui peut se déplacer dans l'espace, donc avoir une main qui peut avoir une appréhension, attraper. Et ça, c'est le but numéro 1. Notre objectif, c'est ça. Et on va utiliser tous les moyens pour avoir ça. En second lieu, quand on n'arrive pas dans les paralysies très très importantes, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle une main d'appoint. C'est une main qui vient aider la main qui est saine. D'accord. Donc cette main-là, au lieu qu'elle soit juste là en train de gêner notre malade, on va essayer de lui donner une certaine fonction. Elle sera quand même utile. Voilà, une certaine utilité pour essayer d'aider, d'accord, et d'aider surtout dans les fonctions qui sont ce qu'on appelle des fonctions bimanuelles. Prendre quelque chose,
mettre quelque chose sur une étagère. Conduire. Voilà, conduire par exemple, oui. Utiliser un levier de Ça, vitesse. c'est très important. Voilà, Oui. manger, d'accord. Prendre un couteau et une fourchette, voilà, des couverts. Donc tout ça, c'est l'objectif numéro 2 de ce qu'on fait comme chirurgie. Et surtout avoir une main sensible. Voilà, ça aussi c'est important. Il faut voir les mains insensibles, là, comment viennent les malades, ils mordent leurs doigts et ça devient une catastrophe. Hein. Donc déjà, le fait d'avoir une main sensible, on dit qu'on a donné un plus pour cette main. Il y a des gens qui se mordent, qui se brûlent, ils ne sentent pas, ils viennent avec des amputations. Hein. Donc déjà, si on a une sensibilité... C'est-à-dire l'enjeu vital, hein, finalement, qui est aussi en jeu. Oui, c'est très très important. Avec tout ce qu'il y a avec tout ce qu'il peut avoir comme problème cutané dû à la sensibilité et d'autres problèmes. S'il y a des malades qui viennent avec des infections, ils ne le sentent pas, ils ne savent pas. Ils ont une infection qui est en train de débuter, mais ils n'ont pas cette sensibilité. Déjà, si on arrive à donner cette sensibilité, une fonction la plus complète possible, et en second lieu, une main d'appoint. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Il nous reste plus de temps. On vient de me dire que le temps de l'émission est terminé. On doit rendre l'antenne. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci au professeur Gibert d'avoir enrichi ce débat. Merci à vous de nous prêter attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Place à présent au journal de l'information. Je vous retrouve lundi. Au revoir.